Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez notre programme Question d'actu, ce programme hebdomadaire qui vous permet de comprendre l'actualité congolaise et l'actualité tout court, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'Afrique centrale, cette région du continent africain qui pose quand même des problèmes en termes d'alternance. Il faut le dire, mesdames, messieurs, que 5 présidents africains qui sont situés dans le centre de l'Afrique, quand vous prenez le pays comme le Congo, le Tchad, l'Angola, le Cameroun et encore la Guinée équatoriale, à eux 5, les présidents qui régissent ces pays totalisent à peu près aujourd'hui, en 2016, 164 années de règne. Si vous prenez par exemple pour Sassou Nguesso, c'est 32 ans, Obiang Nguema c'est 37 ans, Dos Santos 36 ans, M. Paul Biya 33 ans et M. Déby 26 ans. Et ces hommes, en fait, vont proroger leur mandat, puisque déjà Denis Sassou Nguesso va avoir 5 ans à la tête du Congo. Si cela va se passer ainsi, il totalisera en 2021 l'équivalent de 37 ans, ce qui fait que ces hommes, comme M. Déby, qui lui aussi a ajouté 5 ans à son mandat, ainsi que M. Obiang Nguema, à eux 5 en 2021, lorsqu'ils devront renouveler leur mandat, ils auront à ces 5 200 ans de règne. Mesdames, Messieurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, non pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, puisque l'alternance est un véritable problème. Peut-on dire que l'Afrique centrale est maudite? Peut-on dire que l'Afrique centrale est un coin de ce continent qui est insensible au changement? Les mêmes règnent depuis des décennies et rien ne se fait pour les dégager, comme disent leurs détracteurs. Sur ce plateau, des personnalités politiques et des hommes qui analysent aussi l'actualité politique. Déjà à l'extrême gauche, M. Mawel. M. Mawel, bonsoir. Bonsoir, Sir Makosso. Vous êtes coordonnateur UPADS, donc Europe et Amérique. Sirkié, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sir Makosso. Voilà, Sirkié, vous êtes une personnalité politique de l'opposition. Vous militez dans plusieurs organisations, principalement dans Congo Yassika. Exactement. Monsieur Siayos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un militant, je dirais, de l'opposition, puisque nous vous avons connu dans le cadre d'une action assez, je dirais, extraordinaire, puisque vous êtes le premier gréviste de la faim congolais ici en France, et vous militez dans l'association Kim Ponza. C'est bien cela. Voilà, Arsène Poitiers, qui ne le connaît pas, Arsène Poitiers, puisqu'il officie ici sur Zanati. Arsène Poitiers, bonsoir. Bonsoir, Sire. Mais alors, le problème posé ainsi, on pourrait se dire, mais tiens, on découvre sans doute cette question de l'alternance en Afrique centrale, des présidents qui règnent depuis plus de 160 années, et en 2021, puisqu'ils vont tous repartir, ils auront à peu près 200 ans. Messieurs, vous qui êtes l'opposition, quel est aujourd'hui, je dirais vulgairement, ce truc qui fait en sorte que dans cette région d'Afrique, on se retrouve en face des gens qui ne veulent pas bouger, alors que quand vous allez dans d'autres coins du continent, notamment en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, on donne aujourd'hui un exemple, les hommes passent, les nations restent, ça se renouvelle et la démocratie respire. Je vais commencer par vous, M. Mawel, déjà par rapport à ce constat, qu'en dites-vous? C'est absolument triste. C'est triste parce que c'est la seule partie du monde, je ne dis pas de l'Afrique, c'est la seule partie... Vous ouvrez d'une manière un peu plus large. Oui, mais absolument. Nous sommes restés seulement en Afrique. Mais enfin... Oui, même en élargissant, nous n'avons personne qui a pu rester aussi longtemps au pouvoir. Si à 5, il totalise 200 années, cela fait une moyenne de 40 ans par personne. C'est d'une tristesse énorme. C'est tout simplement que la démocratie n'a jamais été le fort des personnes qui prennent le pouvoir chez nous, mais aussi parce que, en fait, la politique est considérée dans ces endroits, dans cet endroit-là, qui est l'Afrique centrale, comme un moyen d'enrichissement. Alors, si j'ai trouvé quelque chose pour m'enrichir, pourquoi est-ce que je quitterais? J'y reste et je continue à m'enrichir. Je continue à prendre pour moi. Si on regarde, c'est aussi parmi les nations les plus pauvres. Oui. C'est parmi les nations les plus pauvres. Et quand on dit qu'elles sont pauvres, ce n'est pas par ce que les richesses intrinsèques peuvent apporter à ces pays. Non. La richesse, elle est là. Sauf que elle est monopolisée par ces gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce que justement, ils prennent tout
et ils mettent dans leur poste monsieur Makosso. Voilà, si on est sorti, est-ce que c'est juste l'envie de s'enrichir qui fait en sorte que ces gens-là restent aussi longtemps, ou il y a encore d'autres résistances qui fassent en sorte que ce phénomène, comme a dit M. Mawel, ne se retrouve que dans un coin du monde et de l'Afrique centrale? Vaste programme. Malheureusement, c'est un constat qui est amer. Le fait de voir quand même que dans cette partie du monde, en Afrique centrale, quand on parle de l'Afrique centrale, il y a le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est le coude. Quand on regarde la carte de l'Afrique, la concavité, là où il y a le creux, c'est le golfe de Guinée. Évidemment, il y a beaucoup de pétrole. Il y a beaucoup de ressources, comme l'a souligné le doyen Mawel à ma gauche. C'est pas par hasard que les deux, sinon les trois grands pays producteurs de pétrole en Afrique se retrouvent être le Nigeria, l'Angola, le Gabon, le Congo. En tout cas, à peu près dans ces ordres-là. Mais je pense que nous essaierons d'y arriver en analysant beaucoup plus de façon parcimonieuse ce problème-là. Mais en passant, je pense que il y a aussi ce que moi j'ai toujours pensé être la culture de la médiocrité. La culture de la médiocrité, c'est cette volonté manifeste que même aujourd'hui, nous le voyons d'ailleurs, même dans notre pays, après une élection assez scabreuse, on se retrouve avec une jeunesse suffisamment instrumentalisée qui a du mal à se projeter vers l'avant. C'est ce que j'appelle la culture de la médiocrité. Voilà, une culture de la médiocrité, toujours ses richesses. Est-ce que vous, chez Cyrus Living, vous vous êtes mis en danger parce que vous attendiez l'alternance au Congo? Elle n'est pas arrivée. Le moment pour lequel vous étiez préparé. Aujourd'hui, comment comprenez-vous ce phénomène, en fait, d'éternité au pouvoir en région Afrique centrale? Pour ma part, l'éternisation au pouvoir ne relève que d'une chose essentielle, non pas des dictateurs. Ils le sont, ils ont tout intérêt à y rester et je ne vois pas de raison valable pour qu'ils décident du jour au lendemain de partir. Ce qui est pour moi le fondement de leur résistance, je ne sais pas comment appeler ça, le fait qu'ils restent leur longévité, je ne sais pas comment, au pouvoir, c'est la complicité des peuples qui sont assujettis à cela. C'est-à-dire que nécessairement, le jour où un peuple décide, mais de façon radicale et volontaire, de se défaire des griffes d'un pouvoir autocratique, il y arrive. En Afrique centrale, principalement, j'ai remarqué que il n'y avait qu'une seule vie. La vie ou la société politique. Il n'y avait pas d'autre société, il n'y a pas de société culturelle, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas la société de l'entrepreneuriat, des hommes d'affaires, tout réside dans le fait qu'il n'y a que la politique qui fait vivre la société. Alors du coup, je vais rejoindre Monsieur Mawel pour dire que c'est le seul moyen qu'ont les gens pour pouvoir s'enrichir. Alors du coup, que disent-ils? Si dès lors que je peux m'enrichir moi et que même si c'est au détriment des autres ou du plus grand nombre, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire sinon que de soutenir le pouvoir quelque autocratique soit-il? Voilà, soutenir un pouvoir autocratique. Arsène Poitiers, on parle de richesse, le mot est revenu encore dans la bouche de Cyrus Living, on parle de médiocrité, c'était un mot évoqué par Cyril Sortier, et en même temps, M. Cyrus parle aussi de complicité des peuples par rapport à cette longévité que nous dénonçons aujourd'hui, Arsène Poitiers. On peut parler de médiocrité culturelle ou encore de la naïveté de la population, comme le souligneraient certains, la complicité
populaire, je dirais non. Aujourd'hui, la longévité des chefs d'État n'a de source que de nos traditions. Dans nos traditions, quand on constate très bien et quand on y fait un recours rapide, on se rendra compte, sire, dans nos villages, lorsque le chef, déjà les chefs des villages, les chefs des villages sont, une fois qu'il est là, dès qu'il meurt, automatiquement c'est son fils qui prend les rênes et puis c'est devenu en gros presque familial. On s'est rendu compte qu'on a reproduit en nommant en fait de façon actualisée. Donc en gros, on a modernisé tout simplement cette vision-là dans le concept national. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'étonne pas l'Africain de voir quelqu'un qui est là depuis 32 ans sans pourtant qu'il y ait un changement. La preuve que dans nos discours, on dit le meilleur d'entre nous qui peut le champion, c'est toujours celui qui est là. On n'a pas le courage de dire au chef que le chemin qu'il prend, la stratégie utilisée ou le mode de vie ou de la politique utilisée est bonne ou mauvaise. Non, il reste la preuve, sire. On ne peut pas aujourd'hui que crier sur Denis Sassou Nguesso qui a fait 32 ans. Si Kolela était encore vivant, ce Kolela serait encore président du MCDDI. Si Tister était encore vivant, Tister serait encore président du RDPS. Si Lissouba était encore fort, il n'y avait pas de guerre, il était encore au Congo, il serait encore à ce jour président de l'UPADES. Président d'honneur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui venir crier sur le président de la République dans la mesure où nous, c'est culturel. On se rend compte que ça devient de plus en plus culturel, mais pas dans la médiocrité, mais tout simplement qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui convaincu que c'est notre mode de vie, ce qui fait que la brèche économique, donc ça veut dire que l'entrepreneur extérieur a bien compris la brèche, et il se rend compte que la stabilité et de son action n'a de sens que dans l'apogée et l'apologie de celui qui est là et de celui qui règne, et il se rend compte que ne pas le faire, c'est déstabiliser son action, et la brèche des Occidentaux dans la question politique congolaise passe par là. La longévité congolaise n'est pas dans une mauvaise conception de la démocratie, non. Je pense que c'est d'abord une guérison interne. Nous devons aller d'abord nous guérir donc de la fièvre jaune de notre tradition propre. À ce moment-là, oui, nous pourrons prendre une distance. Voilà. Doit-on mettre, messieurs, les traditions à la poubelle, puisque Arsène Poitiers évoque valablement que le fait que nous puissions, dans nos traditions, des gens, des chefs de village qui sont là depuis l'éternité, qu'on ne bouge pas, succéder avec l'enfant. Est-ce qu'il faut s'adapter à la modernité? Il ne faut pas confondre. Allez-y, si à notre sortie. Il ne faut pas confondre. La culture, les traditions, en termes de droit, par exemple, toi qui es juriste, j'aurais cru comprendre que certaines des sources du droit, c'est la coutume, c'est l'usage. C'est pas parce que chez les gens, en tout cas le matriarcat, entendu comme le creuset d'un ensemble de règles qu'on doit inculquer à l'enfant, fait que finalement la femme africaine en tant que telle devient le centre de gravité de toute la société, dans son épanouissement, dans tous les domaines. Non, c'est une tradition qui a été par exemple enracinée dans le sens d'accompagner le développement d'un enfant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas pour revenir à la culture, oui. Cette culture dont fait état Arsène Poitiers, elle est tout, mais sauf vertueuse. Quand on pense que il n'y a pas qu'au Congo, au Gabon, au Sénégal, en tout cas au Centrafrique ou au Tchad, qu'il y ait des traditions, des chefs coutumiers anciens qui sont là. Ils y sont aussi au Ghana. Au Ghana, il y a une vieille tradition des chefferies qui existent. Oui. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi je parle de culture de la médiocrité? C'est qu'à un certain moment, aujourd'hui en 2016, nous sommes plusieurs d'entre nous instruits. Pour la plupart, les jeunes, que ce soit au niveau de la diaspora ou à Brazzaville, ont fait des études supérieures. Bon, même si là aussi il y a quelques difficultés. Par exemple, avec les résultats du bac, il y a une année au Congo où on avait dans une classe d'âge 10% de réussite. Bon, mais il n'en demeure pas moins quand même que le Congo-Brazzaville, pour ne parler que de notre pays, a été pendant les années, je crois, entre 60 et 70, l'un des grands pays le plus scolarisé, alphabétisé. Avec, voilà. Monsieur Nké, je crois qu'aujourd'hui, faire
l'amalgame entre la tradition, donc notre culture. Non, c'est pas moi qui fais S'il vous plaît, l'amalgame. mais laissez-moi finir. Parce que vous m'avez dit, d'abord, Mais j'avais même pas fini, déjà. D'accord. Donc, je veux, parce qu'en gros, ce que vous êtes en train de dire est quand même assez dangereux quand vous faites le rapport avec les études, ou encore le niveau intellectuel des uns et des autres, de la mesure où cette même tradition, cette culture dont je fais référence, qui a installé dans notre société, même moderne, la notion de la laïété. Aujourd'hui, vous et moi, d'abord, on a déjà eu des débats ici. Quand moi j'appelle Denis Sassou Nguesso, je dis Denis Sassou Nguesso, on me dit président Denis Sassou Nguesso. S'il vous plaît. Oui, mais d'accord. Donc ça montre que jusqu'où c'est-à-dire que tu ne peux pas m'attribuer. Mais s'il vous plaît, non, j'ai dit nous. C'est-à-dire que dans notre réflexion traditionnelle, aujourd'hui, la question de la démocratie n'est pas une question d'intellectuel. Il y a une question que donc nous avons le poids de notre tradition qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez parlé de cette tradition, le droit qui prend sa source dans la tradition. Mais le droit n'est pas statique. Elle est dynamique. Hier, la femme de notre tradition se taisait. Aujourd'hui, la femme est devenue notre égale. Ça veut dire que nous avons nous-mêmes compris que cette tradition... Bien sûr. Mais c'est parce que dans la démocratie de demain, c'est d'être capable de dire... Monsieur le Président, ou encore, vous avez fait votre mandat, donc les partis prennent la décision. Essayons de nous comprendre. Mais on se comprend. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions et on avance. Il n'y a pas que lui qui peut être capable de mener la politique du pays, ou bien vous, ou bien encore M. Mawel. Ça veut dire que M. Mawel a fait son temps, être capable au cours d'un congrès de dire, vous avez fait votre mandat, le peuple, il y a ça qui n'a pas été conçu, comme la question de Ntati Mabiala, et après on pourra dire, et le rapport par rapport au chef traditionnel. Mais le chef traditionnel, qui le change? Nous sommes tous, qui le laisse? C'est la population. Qui le laisse? C'est les habitants du village qui disent, il est bon. Je ne comprends plus. Mais bien sûr, mais le chef du village qui le laisse. On va peut-être essayer de comprendre avec vous. Qui le laisse? Je vais essayer. Est-ce que l'Afrique centrale ne s'est pas arrimée à la modernité, en fait, puisque on évoque nos traditions qui ont une certaine pesanteur sur les mentalités. Le chef du village est là depuis des années. Il a toujours succédé à son père. Quasiment tous nous sommes devenus des urbains aujourd'hui, mais les traditions sont derrière ou devant nous. Est-ce que cela impacte aujourd'hui dans cette région d'Afrique centrale, même si, comme le disait Lucien Nestor Kié, que dans d'autres régions aussi d'Afrique, ces traditions existent bien sûr. Il y a déjà un gros problème. Alors, bien sûr, la petite parenthèse ouverte par Arsène Poitibanev, la femme qui se tait, je voudrais bien que l'on prenne un rendez-vous pour en reparler. Non, la femme ne s'était jamais tue chez nous, jamais. Et c'est une version parfaitement moderne qui fait que la femme se taise. La femme ne se taisait pas. Dans nos traditions, je dis bien, dans nos traditions, les vraies traditions. De deux, nous... vous démontrerez le contraire. Non, vous nous parlez de ce qui se passe depuis les années 60 et ce n'est pas ça notre tradition. De deux... Il y a beaucoup dans la confusion. Oui. De deux... Alors pourquoi c'était pour la boutade, de peur que nous risquions d'oublier cet aspect, que j'ai lancé le débat sur le problème de l'enrichissement personnel. Oui. Parce que, voyez-vous, c'est le problème qui fait que les gens aient peu d'implication. Les peuples sont peu impliqués, et c'est pour cela que quand M. Siayos dit les peuples ne sont pas impliqués, il a complètement raison. Les peuples ne se sentent pas impliqués. Et d'ailleurs, on les met dans une espèce d'espace particulier où, quand même on est totalement défini, on peut se loger, on peut se nourrir, et on s'en fout de la manière dont le pays est gouverné. Alors, la démocratie, pour eux, c'est quelque chose, c'est très très théorique. De deux, les indépendances, voyez-vous, ont été des indépendances médiocres dans ces pays-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord la dislocation des royaumes qui existaient avant la période coloniale. Cette dislocation a créé un véritable désordre. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs Arsène Poitiers pense que nos traditions c'est ce qu'il a trouvé, mais en fait nos traditions étaient tout à fait autre chose avant cela. Le néocolonialisme s'est imposé à un certain moment et on a laissé, justement pour faire du néocolonialisme, des préfets qui avaient pour mission d'accompagner
mais de façon active ce néocolonialisme-là. Bien entendu, je ne veux pas vous parler de la cellule africaine de l'Élysée, hein, dont l'un des personnages emblématiques a fondé tout un réseau qui, certes, était sur l'ensemble de l'Afrique, mais qui était encore plus pesant là où on pouvait prendre du pétrole, là où on pouvait prendre de l'uranium, là où on pouvait prendre du bois. Le résultat va être lequel? Que ces puissances coloniales vont s'incruster au début des indépendances. Et cette incrustation va être telle que l'on est resté sous tutelle. On est resté sous tutelle parce que pour les anciennes puissances coloniales, il fallait une certaine stabilité. Ah ben monsieur Untel, il faut qu'il reste parce que le suivant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il apportera. Lui, au moins, on le connaît. On sait qu'il est mauvais, mais il peut rester. Et cela encourage ceux qui sont en exercice pour rester, user, y compris de moyens totalement illégaux, comme M. Sassou, comme M. Déby, comme M. Bongo est en train de le faire, comme M. Biya, Obiangema, évidemment, M. Dos Santos. On va user de tous les moyens pour rester parce qu'on sait qu'on va être appuyé par ce néocolonialisme qui est incrusté, même quand on nous fait croire qu'il n'existe plus. Alors, vous parlez tout à l'heure, Serious Living, du peuple complice, et là, M. Mawel donne en fait un autre argument en disant, mais voilà, c'est la faute aux colons. Les populations et ceux qui sont là n'ont pas de responsabilité, mais sur le colon. Ce n'est pas la faute aux colons. Ce n'est pas la faute aux colons. Puisque vous nous dites que voilà qui sont venus. Je vais répondre dans le bon sens. Et finalement, nous, en fait, on ne fait que subir. Non, c'est un catalyseur d'une certaine attitude, tout simplement. Oui. Je ne dis pas que c'est la faute au colon, non. Le colon a une part dans ce qui se passe, dans ce qui arrive. Oui. Mais nous sommes responsables. Voilà, donc. Mais je reviens pour dire que nous ne sommes pas ici en train de dire qu'il y a une seule raison à tout cela. Ah ben c'est pour ça il y en a plusieurs. Et celle qui vient de citer n'est pas neutre non plus. Moi, je serais, imaginons comme ça, dans l'absolu, je serais dirigeant d'un pays européen qui a ses intérêts, allez, on va dire au Bénin, et que les dirigeants du Bénin veuillent bien que je sois, que je tire profit de leur pays, ben pourquoi je me gênerais? Je le ferai. Et j'ai donc cité là tout à l'heure que quand je disais que les peuples étaient complices, c'était pas pour les stigmatiser, c'était pour dire que ils sont mis dans une situation telle que ils croient que c'est pas leur affaire. Mais c'est bien leur affaire. Ils y participent dans ce sens qu'ils disent pas non. Mais cette situation-là est créée par l'autocrate au pouvoir pour que, d'ailleurs, c'est Cyr, je crois, qui parlait des études au Congo. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui marche le plus dans des villes comme Brazza ou quelle autre ville? Ce sont les bistrots, les débits de boissons. Ça n'est pas les bibliothèques. Hein. C'est tout est fait pour que on crétinise un peu plus le peuple pour qu'il se défasse des problèmes qui sont vraiment les leurs. Comme disait l'autre, du pain et des jeux, quoi, en fait. Hein. Très très bien. On repart à il y a combien de siècles en Europe. Pas même Vinum. Oui. Allez-y, si allez-y. Évidemment, comme dans cet esprit. Voilà, comme le disait Cyril, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. On arrive là. Évidemment, quand on regarde, on scrute un peu ces pays, les 5 ou les 6, les traditions existent, la coutume existe. Il y a aussi, parce que le responsable politique qui est au pouvoir, qui arrive au pouvoir, a besoin de s'accrocher sur quelque chose, d'exploiter une pensée, une réalité objective et exercer son pouvoir. Mais
il ne faut pas perdre quand même de vue le fait que, et comme le vient le démontrer Siayos, comme Didier Mawel tout à l'heure, le fait qu'il y a la richesse dans ces pays-là, il fallait tirer ces richesses-là pour stabiliser ces flux-là, industriels et financiers, au sortir des indépendances. Et éventuellement, il fallait stabiliser, imposer ces dirigeants-là à la tête de ces pays-là. Mais là où arrive ce que j'appelle la culture qui n'est pas vertueuse, mais une culture de médiocrité, parce que certaines générations jeunes n'ont pas compris que finalement c'est dans le renouvellement. C'est pour ça que j'ai parlé de la démocratie qui doit vivre à l'intérieur, par exemple, des partis politiques. Les structures sociales, de telle sorte qu'un seul mandat, limité dans le temps, permet à un responsable de parti qui échoue à un examen, plutôt à une élection, et au fur et à mesure... Je voudrais appuyer quelque chose qui vient d'être dit par mes deux compères. Et c'est pas un hasard quand on regarde dans les pays anglo-saxons, le mandat est dure 4 ans. Mais pourquoi il dure 4 ans? En fait, il faudrait que la jeunesse congolaise se pose la question, pourquoi un mandat c'est 4 ans? Pourquoi 5 maximum? Sinon 2. Et un responsable politique, une fois que son parti n'a pas gagné, il se retire, il fait autre chose. Et donc, tout à l'heure, pour appuyer la même chose sur cette histoire de pays colonisateurs, il y a un monsieur qui s'appelle donc André Grenard-Matsua pour le Congo. Il y a un monsieur qui s'est appelé Boganda pour le Centrafrique. Au Cameroun, c'était donc monsieur... Non, il y a eu Aïdjo, mais avant Aïdjo... Non, avant je parlais des indépendantistes. Alors, donc, Hakim Touanzah, on dit que l'indépendance conquise par les réels indépendantistes ne leur a pas été donnée. On est allé chercher M. Aïdjo, par exemple, c'était Ouniobé. Ouniobé a été assassiné. Donc on lui prend son pouvoir et on le donne à qui? À un secrétaire dans une administration, quelqu'un qui frappe à la machine, et on lui dit, monsieur, vous devenez président de la République. Et le pauvre s'extasie, mais c'est pas possible que je puisse gérer un truc comme ça. Et il prend le pouvoir, et donc partout, ceux qui ont voulu l'indépendance ont été mis de côté, et ceux qui n'en voulaient pas ont été chefs d'État. Oui, c'est 2 choses. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse quand même la différence. Nous sommes quand même en 2016. Si on fait la lecture de la période post-indépendance, oui, il n'y avait pas beaucoup de docteurs. Ça, il faut quand même le reconnaître à cette époque. Donc, nous pensons aussi qu'à cette époque-là, en voulant aller chercher, en prenant notre indépendance, et d'exiger que le président ou bien l'indépendantiste devait être masterisé ou encore licencié, ce serait une erreur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, la place de l'Occident. Mais c'est quand même irresponsable de notre part de vouloir croire et insinuer ici que le problème congolais est toujours le problème extérieur, tout en sachant que c'est le Congolais lui-même, enfin l'Africain lui-même, qui a ouvert une brèche. C'est-à-dire que l'entrepreneur extérieur qui voit notre pays et qui analyse le culte de la personnalité et de la chefferie qui existe chez nous, a juste utilisé une brèche qui est venue trouver sur place, qui est venue trouver les conflits qui sont là, qui existaient, les conflits du pouvoir, le culte de la personnalité qui existe, que nous sommes en train ensemble Et ce culte-là, c'est quoi? C'est une culture vertueuse? Non, je dis ceci, c'est dans nos traditions. Nous devons commencer par dire ça, c'était pas possible. De la preuve. On va prendre notre tradition. Aujourd'hui, nous sommes tous, pour ceux qui sont beaucoup plus du Sud, où on parle, la place importante qui est donnée aussi bien aux neveux qu'aux enfants, entre les enfants, l'enfant né de la sœur, et donc le neveu et les enfants de neveu. Ça, c'est de notre tradition, qu'on n'a pas dépassé, et que nous avons tout simplement exporté. C'est-à-dire que du cellule minuscule à une gestion, moi, je sais pas s'il y a une influence par rapport à des cursus étudiantins. J'en doute beaucoup. Monsieur Nkié, vous êtes en train de réfléchir en regardant tout simplement, ça veut dire que la symbiose que vous pouvez faire aujourd'hui de l'héritage culturel
du Congo et en même temps le brassage qu'on a vu avec... Qu'est-ce que tu en sais? Non, je te le dis, je le constate. Okay. Puisque si nous commençons par nier cette part de responsabilité qui est nôtre, nous ne pouvons pas donner des solutions puisqu'on va toujours accuser l'autre. Mais j'ai pas l'autre restera toujours dans l'enfer. L'autre sera toujours dans l'enfer. On va essayer d'avancer. Tu m'attribues des assertions que je n'ai pas affirmées. Cyril Essorguier, pardon. Outre les ressorts psychologiques, on a bien compris, tradition, pas tradition, richesse, parce qu'on veut s'enrichir, tout ça, mais ces pays ont quand même une législation. Ces pays ont des constitutions. Au départ, ces constitutions disent bien que les uns et les autres doivent partir. Mais quand on nous dit ici... Non, mais on nous dit, j'arrive, si vous permettez que j'aille jusqu'au fond. C'est quand même incroyable. Et ces pays ont quand même de droits. Ces pays ont formé des cadres qui disent le droit. Comment se fait-il que ces gens-là, qui sont sur le dit droit, à un moment donné, oublient ce qu'ils ont appris, puisque vous vantiez tout à l'heure les mérites de l'instruction, oublient ce qu'ils ont appris pour faire autre chose que ce qui devrait être dans le pas pour arriver à cette alternance. Monsieur. Oui, en fait, ce que je veux dire est d'ailleurs dans la continuité de ce qu'il disait, mais en répondant à votre question en même temps. D'abord, les diplômes ne font pas l'excellence politique, hein. C'est parfaitement connu. C'est pas parce que on va avoir des diplômes qu'on sera excellent politiquement. Évidemment, c'est pas une raison pour être totalement illettré non plus. Hein, ça c'est une chose importante. Quand on parle de Monsieur Ahidjo comme exemple, eh ben c'est simplement que Monsieur Ahidjo ne s'était pas intéressé à la chose politique du tout. Et voilà, on vient lui confier cela. On dit, ne vous en faites pas, il y aura des Mundélé qui seront autour de toi et qui t'aideront à remplir ta tâche. On a besoin des personnes qui comprennent la chose politique. Où se trouve l'intérêt du peuple pour lequel ils sont en train de travailler, du peuple qu'ils vont gouverner. Il s'agit de cela. Et bien sûr, nous sommes en train de torpiller la tradition. Ah, moi, je veux vous dire que la tradition, chez nous, ça s'appelle le Kimuntu. On peut le déplacer un tout petit peu du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le mot changera un tout petit peu, mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que le Kimuntu implique? Il implique de la probité, il implique de la moralité, il implique le respect. Le respect, donc, le respect du droit établi fait partie du Kimuntu, fait partie de notre tradition. Quand M. Denis Sassou Nguesso change la Constitution pour pouvoir faire un passage en force, mais bien entendu que ce monsieur-là ne respecte pas le droit. Bien sûr que ce monsieur n'est pas dans le Kimuntu. Quand M. Idriss Déby fait la même chose, quand Biya, il l'a fait un peu avant, mais c'est exactement le même problème. Quand M. Kabila est en train de faire des glissements, cela n'est ni de la probité, ni de la moralité, ni du respect. Ça veut dire que ça s'éloigne totalement de nos traditions. Nos traditions impliquent toutes ces choses qu'on vient de dire, et nos traditions ne peuvent pas être un frein à l'alternance. Pas du tout. Voilà, les traditions ne peuvent pas constituer un frein à l'alternance, et pourtant, on le constate, messieurs, malheureusement, que dans ces coins, l'alternance reste un vrai problème. Or, il y a bien dans ces pays, qu'on a cités, parmi les 5, des forces dites démocratiques. Vous avez l'opposition politique qui existe dans tous ces pays, vous avez des intellectuels, vous avez de la société civile, vous avez des syndicats. Comment est-ce que ces différentes forces constituées qui accompagnent la vie démocratique n'arrivent pas non plus à s'imposer, notamment sur la scène dans certains pays, notamment dans tous, sinon les alternances seront là. Sir Nestor Kié. Enfin, je ne sais pas si on ne voudrait pas regarder le problème en tant que tel. Enfin, on est en train de le regarder. Bon, donc, je ne sais pas si vous avez un autre regard à nous proposer, mais on a essayé de voir maintenant. Tant mieux. On essaie d'avancer. Il n'en demeure pas moins que je me démarque un peu de ce qui a été dit avant moi, un tout petit peu, dans le sens où Didier Mawel dit on n'a pas besoin de docteur, mais qui n'a pas besoin?
La connaissance aujourd'hui, elle est universelle. Le bac est universel, la liberté, elle est universelle. Aujourd'hui, nous vivons dans des pays du Nord, on a l'accès aux nouvelles technologies. Toutes ces choses-là sont accessibles à tous les individus. Quand je parle d'une culture, la culture, c'est quoi? C'est un ensemble d'usages, d'habitudes, de comportements. Voilà, il y a un système de facilité. Aujourd'hui, au Congo, CIES le disait tout à l'heure, même le Kimuntu, vous avez été à l'UPADES, vous êtes encore à l'UPADES, avoir géré ce pays en termes de Kimuntu. En termes de Kimuntu, est-ce que le moment, par exemple, n'est pas venu quand, face à une élection présidentielle, le candidat n'a pas il n'a pas porté les espoirs, en tout cas il a porté les espoirs des militants, il est dessus. Est-ce que c'est juste non, voilà, il faut juste qu'on avance parce voilà, qu'on a bien compris, juste une parenthèse c'est parce que finalement le Kimuntu dans le discours c'est bien, mais l'appliquer c'est autre chose. C'est autre chose. Aujourd'hui, les résistances. Moi, ce que je souhaite, c'est même, ça fait partie, s'il faut dire, de ma réflexion jusqu'ici. Oui. Moi, je pense que les jeunes gens, les jeunes générations doivent aujourd'hui s'intéresser à la chose publique, à la chose politique. Mais je précise bien, la politique, et là je suis d'accord avec toi, la politique ce n'est pas la panacée, c'est pas l'alpha et l'oméga. Pour réussir dans la vie, il faut acquérir un métier. Il faut de la connaissance. Ceux qui doivent entreprendre. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas encouragé, même si j'aurais entendu il y a quelques heures, j'ai vu sur les médias un nouveau ministre dire, par exemple, que le tourisme au Congo, c'est le poumon économique, par exemple, du Congo. Bon. Ça se trouve, l'économie du Congo reste aujourd'hui une économie de rente, c'est-à-dire qui tire la plupart de ces... Je pense que vous allez un peu plus loin. Ce que je voudrais... Mais ce sont tous ces éléments-là qui font que... Aujourd'hui, pas seulement ces éléments, on les a évoqués dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je voudrais bien comprendre, il y a bien des garde-fous pour que la démocratie puisse fonctionner dans ces pays. La démocratie, l'aspect économique, la démocratie. Que font les oppositions? Je développe et puis je termine. Non, mais n'avancez pas. Essayez d'abord d'aborder ce deuxième aspect, ce que je veux comprendre. Mais évidemment, c'est ce que je veux dire. La démocratie. Que font les oppositions dans ces différents pays? Mais si j'interpelle, mais tout à l'heure j'interpellais mon frère de l'opposition. C'est pour dire que nous avons notre part de responsabilité. Mais nous sommes battre la coupe, vous avez pas battre la responsabilité, c'est une chose. Mais aujourd'hui, comment se fait-il? Ce que nous devons faire, déjà aujourd'hui, mai 2016, nous avons un pouvoir aujourd'hui qui a usurpé la vérité des urnes. Vous avez croisé les bras.